Voyez-vous, ça, c'est une plante. Une plante, c'est vivant. Aujourd'hui, on attaque le vivant. Non, j'ai pas trouvé mieux comme accroche. Je suis fatigué, d'accord? Le vivant est un des cours les plus intéressants de la philosophie de ce programme de cette année. Pour la simple et bonne raison que ça nous touche aujourd'hui, et ça soulève des questions éthiques qui sont encore pas résolues. Toutefois, certaines définitions du vivant sont assez limitées dans le temps. Je pense notamment à Descartes, ce cher et tendre aimé Descartes, où le vivant est sujet à controverse et parfois davantage qualifié comme un automate que comme un être vivant à part entière. Je parle encore une fois de l'animal. Alors, on va un petit peu mettre les plantes de côté, sauf chez Aristote. Vous m'en excuserez, j'ai pas fait le cours. Mais le cours est déjà tellement bien fait que je n'ose pouvoir le retoucher. Les notes ne comptent plus dans mon dossier, honnêtement, je me lance un peu des fleurs, oui. Le terme d'automate étant utilisé pour définir parfois le vivant, on va pouvoir s'interroger là-dessus avec la question suivante. Le vivant est-il comparable à une machine? On va commencer par le plus gros paquet, le plus aimé de moi-même. On s'intéressera donc à Descartes et ses chers animaux-machines. Les animaux, c'est pas compliqué, c'est la matière et du mouvement. La seule différence qu'il y aurait avec un automate, ce serait la matière dans le sens ce qu'elle est. La toile devient la peau, le mécanisme devient le cœur, même si Descartes n'utilise pas le terme de cœur. Il faudra attendre William Harvey pour cela. Parce que oui, au passage, on a utilisé les pompes dans les machines avant que l'on sache que le cœur est lui-même une pompe pour le sang. Les magies de l'histoire. Les animaux se résument donc à des assemblages de matière vivante avec du mouvement. Et ce, dépourvu de toute conscience. Il est évident que la seule conscience qui existe, c'est l'homme qui la possède. Ça va de soi, non? Ah, Descartes. Et de ce fait, la seule chose qui régisse les animaux sont les réflexes myotatis, ou les réflexes tout court, et puis l'instinct peut-être, mais ils sont tout à fait prévisibles. Un animal est un être qui répond d'un mécanisme, c'est tout bête. Le chien va être clément avec vous pour avoir l'accès à sa nourriture, le chat plus ou moins de la même façon, les loups vivent en communauté pour la survie du groupe et faire perdurer l'espèce, mais tout cela n'est qu'un ensemble de réflexes qui sont intégrés à l'animal. Rien d'imprévisible, tout est calculable, en tout cas chez eux. Pas chez l'homme qui est imprévisible totalement. Sans dire pour autant que l'animal n'est pas intelligent. Au contraire, l'animal est très intelligent, voire plus intelligent que l'homme parfois. Par exemple, un singe qui est dressé à calculer toute sa vie va calculer bien vite qu'un humain qui n'a pas forcément été pourvu pour cela. Il explique ça d'une façon très simple, c'est que le singe ne fait que calculer dans le moment où il calcule, il réalise son action. Alors que l'homme, créature perverse qu'il est, lui non seulement il va calculer, mais en plus il va penser au fait qu'il calcule. Ça lui fait deux actions au lieu d'une. Le pauvre, il va être fatigué à la fin, n'est-ce pas? Ainsi donc, l'animal est intelligent. Et ce mécanisme d'ailleurs qui active l'animal, la seule réponse possible c'est Dieu qui a donné le mouvement, qui fait partir le mouvement de chez l'animal. Et quand il s'arrête, c'est que le mouvement s'est escompté, ça marche plus. Il a développé tout ce qu'il pouvait développer. De fait, chez l'animal, tout est réflexe, de façon innée, par l'instinct peut-être, ou de façon acquise, par l'expérience. Les animaux sont de la matière avec un mouvement. Toutefois, certaines objections sont possibles. Il suffit de penser à Aristote et le finalisme dans toute chose. Spoiler, c'est ce qu'on va traiter juste après. Eh bien, si l'animal n'est qu'un mécanisme, il peut répondre à rien d'autre qu'à son mouvement. Et par conséquent, on n'a pas de fin dans la nature, mais que le fait de bouger. Et par ailleurs, n'oublions pas que l'animal est capable de faire certaines choses que les machines ne peuvent pas. Se régénérer, par exemple. Ou perdurer leur espèce, par exemple. Kant développera sur ça. Il fallait que ce soit mon chouchou qui le fasse, bien entendu. De fait, chez Aristote, dans la nature, tout est fait envers une fin. Une espèce de plan de la nature préétabli. Ainsi, chaque être a une potentialité en puissance qu'il faut actualiser. Par exemple, c'est parce que l'homme peut voir qu'il est doté de yeux. Alors, non, je me suis pas gouré. C'est la thèse qui le veut. C'était il y a plus de 2000 ans, on peut l'excuser, non? Et outre ce finalisme à chaque être de la nature, il y a une âme qui est attribuée à chaque être qui soit. Au plus bas rang, j'ai appelé l'âme végétative. Elle a des fonctions basiques, nutritives, elle se nourrit, et photosynthétique. Elle fait la photosynthèse. Elle nous permet de respirer, c'est cool. Vient ensuite en seconde position l'âme sensitive. Cette dernière répond à deux sensations, douleur ou plaisir, et sert aussi par ailleurs à se nourrir, par exemple. Et enfin en pole position, la maîtresse de toutes les âmes, l'âme intellective. Je vous le donne en mille, c'est celle qui permet de penser. Et devinez qui est-ce qu'il a? C'est Bibi. Toutefois, n'oubliez pas que celle-ci s'acquiert à la longue. Elle est en puissance, mais c'est à nous de l'actualiser. Enfin bon, on a des âmes différentes, admettons, on l'a compris, mettons ça dans le sac. Maintenant, passons à quelque chose qui est un peu plus connu de tous. J'ai nommé ce cher Darwin. Ce mec, soit il a la plus forte intuition qui ait jamais existé sur Terre, soit c'est le mec qui a le plus de chance du monde dans les théories
un peu vaseuse, mais qui finalement s'avère vraie. En même temps, vous imaginez bien qu'avec les milliers de théories qui étaient attribuées à l'évolution, il fallait bien qu'il y en ait au moins une qui réponde à l'évolution telle qu'elle est probable aujourd'hui scientifiquement. Eh bah bingo, Charles il a tapé dans le mille avec sa théorie de l'évolution après un petit voyage en observant des tortues Galapagos. Entre autres, parce qu'il a quand même eu des cours de faculté, il a eu des professeurs qui ont déjà émis des théories qui commençaient à ressembler à celle-ci, mais en tout cas, c'est lui qui l'a mis sur papier tel qu'on la connaît aujourd'hui. Oh, tel qu'on l'a accepté aujourd'hui. Et ces chères tortues de Galapagos, eh bien, avaient beaucoup de traits communs avec d'autres tortues, notamment les tortues de terre. Il en a donc attribué que ces tortues devaient toutes avoir une origine commune ou quelque chose de semblable, un trait commun, et qui par la suite a dérivé de diverses manières. Le vivant n'évolue pas seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce tout entière. Et ce sont par des petites anomalies au cours d'alliage de deux êtres qui ont un peu bougé, qu'il y a eu des êtres nouveaux créés et qui, par leur anomalie, ont réussi à survivre de façon meilleure que leurs autres congénères. Ceux qui ont le plus survécu, c'est ceux qui ont le plus pu se reproduire et procréer et ainsi transmettre leurs gènes, leurs graines. Enfin, tout un tas de choses que les machines ne peuvent pas. Ainsi, si Descartes disait que le vivant était totalement comparable à des machines, eh bien on s'en éloigne drastiquement avec Darwin. Une machine ne peut absolument pas évoluer d'elle-même, elle sera toujours soumise à une cause extérieure. Kant concède bien qu'il y a un mécanisme intérieur. Il y a des organes qui permettent certaines fonctions, qui amènent à certains effets. Certes. Toutefois, l'une des plus grandes différences entre le vivant et les machines, c'est que le vivant est autosuffisant à lui-même, se meut de lui-même, alors que le mécanisme ne peut agir qu'avec une cause extérieure, outre le fait que les machines ne peuvent pas se reproduire. Ou encore un autre exemple, le fait que le vivant, par exemple lorsque vous ouvrez la peau, eh bien elle-même, toute seule, va se régénérer. Ce que ne peut absolument pas faire une machine et nécessitera une intervention extérieure qui pourra la réparer. Sauf quand c'est pour faire réparer les choses dont tu as le plus besoin, là c'est jamais possible, il faut changer toutes les pièces. Et quand d'ailleurs, comme Platon, admet le fait qu'il y ait un plan dans la nature qui nous régirait tous. Admettons. Outre cela, qu'il y aurait une force vitale à l'intérieur de nous qui nous permettrait de vivre. Non comme un simple mécanisme, mais avec quelque chose en plus. Il critique un peu le mécanisme cartésien. Mais n'oublions pas qu'avant tout, Kant c'est de l'eau tiède. Bien souvent, il concilie, comme Hume et Platon, et bien là, il concilie Platon avec Descartes. Et toutefois, on arrive à un problème. Parce que si on suit Descartes, on limite le vivant, au mouvement. Et de fait, pour l'expliquer, on se limite à cela. Une espèce de physique mise en place. Ou alors, on est comme Platon, et de ce fait, on va attribuer une place aussi à une force vitale, à un finalisme. Mais dans les deux cas, la question se pose, qu'en est-il de la connaissance possible du vivant? Est-ce qu'on se limite à la physique, ou alors à l'âme qui compose les corps et au plan que la nature se serait faite? Eh bien, si on en suit Platon, pour connaître le vivant, il faut non seulement connaître, certes, le vivant en tant que matière, mais il faut aussi connaître son âme. Et là, c'est moins facile. Par conséquent, la biologie ne se limite pas seulement à une logique du vivant, mais davantage avec une explication qui devrait être apportée quant à l'âme de la créature. À se demander si vraiment la biologie est encore possible. C'est désolant, vraiment. Et puis, pour clouer le bec à la biologie, eh bien, on a Bergson qui arrive. Bergson qui te dit que si tu veux faire une loi, il faut que des effets mêmes engendrent une cause même. Par exemple, je laisse tomber mon chien en peluche, il tombe. Et si je laisse encore tomber mon chien en peluche, il tombe. Mêmes effets, même cause. Sauf que ce principe, la nature, elle le prend et elle le met à sa sauce, si je puis dire. Vous prenez deux êtres humains qui ont un enfant. Un effet, une cause. Vous prenez ces mêmes êtres qui refont un enfant. Même effet, pas même cause. Parce que l'enfant sera différent. Il y a une chance tellement infime de tomber sur la même combinaison une seconde fois que c'est quasiment impossible. La nature est donc totalement imprévisible. Et comment baser une science sur quelque chose d'imprévisible? Les statistiques. On repassera pour les ES avec la théorie et l'expérience. C'est pas piquer des hannetons. De ce fait, tout le vivant répond à une espèce de force créatrice, imprévisible totalement, dont le progrès de la nature répondrait à une conscience mise en matière,
j'avoue maîtriser un petit peu moins cette partie. Le vivant aurait une conscience, mais à différents degrés, dont le plus grand degré, je vous le donne en mille, c'est l'homme. Et puis, même si le vivant se rapprochait d'une physique, parce que vous me direz que même deux mêmes individus peuvent avoir 2 fois le même enfant, parce que la combinaison n'est pas impossible, eh bien ce serait tellement complexe qu'il serait impossible d'établir des lois certaines là-dessus. La biologie reposant ainsi sur des probabilités. Bonne chance aux médecins. Oh bon, reprenons un peu le tout sur le vivant que j'ai là fini de développer. Et bien en premier lieu, Descartes soutenait que les animaux n'étaient que des automates avec une matière différente. De ce fait, ils étaient complètement comparables à des machines, ils en étaient presque des machines. Toutefois, il semblait que la nature, le vivant, ne pouvait pas se limiter à cette simple machinerie qui évoluerait. Et plus que ça, aurait une fin en elle. Et peut-être même que cette fin est permise par une évolution, comme celle qu'aurait soutenu Darwin, même si lui est plus du côté du hasard. Ainsi donc, le vivant permet certaines choses que les machines ne permettent pas, comme le fait de se régénérer ou de se reproduire, par exemple, ou encore le fait d'être autosuffisant à soi-même pour agir. De fait, si en certains points le vivant pourrait être comparé à une machine, il tendait à s'en éloigner drastiquement. Et du fait qu'il s'éloigne, il semble très complexe pour nous de le capter comme il est véritablement. Car s'il n'est pas comparable à une machine, il est très compliqué de fait à expliquer. Et peut-être qu'au fond, il vient impossible d'expliquer le vivant parce qu'il paraît tellement imprévisible ou alors tellement complexe que notre esprit ne pourrait pas parvenir à le comprendre dans son entièreté. J'espère au moins que la vidéo a été assez vivante pour vous et que vous en avez retenu quelques petites choses pour l'épreuve finale. Est-ce vraiment ça le finalisme de notre année de terminale et de toutes ces heures de philosophie? Un simple diplôme qui ne vaut presque plus rien? À se demander si certains ont perdu leur temps. Donc bon, d'ici la prochaine fois, restez bien en vie et je vous dis namasté.